Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir, certaines images peuvent être choquantes. Si vous êtes sensible à la maltraitance envers les enfants, je vous conseille de passer votre chemin ou à la limite de juste écouter. Je précise aussi qu'il n'y a aucune image gore, pas de sang, pas de violence physique, mais certaines images peuvent quand même heurter les plus sensibles. Bon, par où je commence? Avant de commencer justement, il faut que je vous explique pourquoi cette fois on parle pas du tout d'une personnalité hollywoodienne, mais d'une femme inconnue au bataillon, alors que je manque pas du tout de sujet. On est vendredi après-midi, je suis en voiture, ma copine scrolle sur TikTok pendant que je conduis, je suis concentré sur la route, mais je garde quand même une oreille sur ce qu'elle écoute parce que des fois c'est intéressant. Des fois c'est des miaulements de chat, des fois des paix, mais parfois c'est vraiment intéressant. Et je viens de tourner à gauche, je suis dans ma rue, et là j'entends... I'll never get to watch him grow up. But he's not here because of you. I took him to the hospital for help. If I had wanted to harm him, why would I take him to a hospital seeking help? I didn't hurt him. How did your son die? His death certificate says homicide. 5 months after Garnett's death, Lacey Spears was charged with murder. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Ma curiosité est piquée. Alors en rentrant chez moi, j'allume mon ordinateur et, poussé par la curiosité, je tape sur Google Lacey Spears. Lacey Spears. Pourquoi une jeune femme de 28 ans se retrouverait en prison à pleurer la mort de son fils de 5 ans? Alors je me renseigne et très vite je me rends compte que j'ai affaire à une jeune femme différente des autres. Et pour bien comprendre à qui on a affaire, parce que oui, je vous embarque avec moi, on va remonter à l'époque formidable du lycée. À ce moment-là, Lacey, elle habite déjà plus chez son père et sa mère, elle vit chez un ami à qui elle a raconté qu'elle avait été abusée sexuellement par un de ses parents. Elle n'a pas déposé plainte, quand on lui demande lequel de ses parents a fait ça, elle n'est pas capable de répondre, et sa sœur Rebecca dit ne jamais avoir entendu parler de cette affaire, ni même avoir été témoin de quoi que ce soit, mais ça veut rien dire. Elle serait pas la première ni la dernière. Pourtant, très peu de gens la croient. Très peu de gens la croient, pas par méchanceté, mais parce qu'elle est connue pour parfois s'inventer une vie. Par exemple, un jour elle arrive avec une attelle en expliquant à tout le monde qu'elle s'est blessée à son cours de pom-pom girl, sauf que personne ne la croit. Du coup, elle va monter d'un cran et expliquer que c'est parce qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours, parce qu'elle est anorexique. Mais le truc, c'est que l'anorexie, c'est une maladie qui débarque pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'installe petit à petit, et surtout, un des premiers symptômes de l'anorexie, c'est le déni. Une personne anorexique, sauf cas extrêmement rare, ne va jamais l'avouer. Mais en plus de ça, quelqu'un lui fait remarquer qu'elle ment, puisque cette personne l'a vu manger un hot dog la veille. Donc, pourquoi? Avec le temps, les mensonges prennent de plus en plus d'importance. Elle raconte qu'elle est enceinte, mais plus le temps passe, moins les gens la croient, alors quand elle se rend compte qu'elle va pas pouvoir aller au bout de son mensonge, et que les gens ne lui prêtent pas l'attention qu'elle aimerait avoir, elle va étoffer son histoire, et expliquer qu'en fait, elle a avorté au centre médical de Caraway à Birmingham. Mais là encore, plusieurs personnes lui font remarquer que c'est impossible. C'est impossible puisque dans cette clinique, l'avortement est interdit. Et hop là, elle va changer son histoire et expliquer qu'en fait non, c'est en Floride qu'elle est allée, elle avait complètement oublié, etc., etc. Normalement, là vous commencez à comprendre la personnalité de Lacey à l'époque. Après vous allez me dire que c'est pas grave, on a déjà tous menti sur des choses plus ou moins importantes, donc toujours est-il qu'en dehors de ces mensonges, Lacey c'est une fille plutôt sympathique. Elle est peut-être un peu bizarre, mais elle est pas méchante. Okay, par exemple, quand une de ses camarades de classe va elle réellement accoucher, Lacey va lui offrir des vêtements d'enfant alors qu'elle a pas d'enfant, ce qui est peut-être bizarre, mais ça reste quand même quelque chose de gentil. Elle va aussi décider de faire du bénévolat dans une crèche parce que elle adore les enfants et qu'elle a envie d'aider, et ça aussi c'est sympa. Et une fois qu'elle a obtenu son diplôme, parce qu'elle va l'obtenir son diplôme, ce qui prouve qu'elle est pas bête non plus, elle va louer un appartement avec sa sœur Rebecca et postuler dans une garderie où elle va garder plusieurs bébés. D'ailleurs, elle aime tellement son travail qu'elle y reste de l'ouverture à 5h30 jusqu'à la fermeture à 18h. C'est des sacrées journées. Pourtant, elle décide de s'inscrire dans une école pour devenir infirmière. École dans laquelle elle va rencontrer Christy Burnham, une maman célibataire qui a un fils de 10 mois appelé Cameron. Sauf que très vite, Lacey va devenir très envahissante, et pas qu'un peu. Par exemple, rapidement, elle va dire à Christy que si elle veut, elle peut garder Cameron pendant qu'elle va à l'école toute seule. Et Christy, elle voit pas le problème sur le moment. En plus, Lacey lui achète tout au petit. Elle lui achète des vêtements, à manger, un berceau. C'est la nounou parfaite. Et en plus, c'est gratuit. Pourtant, rapidement, quelque chose va intriguer la jeune maman. La première, c'est que elle se rend compte que Lacey se fait passer pour la mère de Cameron, ce qui est déjà pas anodin.
Et la deuxième, c'est que son fils revient régulièrement avec des otites. Il peut être une coïncidence, parce que les otites, ça arrive régulièrement chez les enfants. Mais le truc qui va pousser Christy Burnham à couper les ponts avec son ami, c'est quand Lacey, qui garde Cameron tous les week-ends, ne va pas le ramener le dimanche soir comme prévu. Ça, c'est flippant. Pour n'importe quel parent, c'est l'angoisse totale. Alors elle va parcourir la ville entière toute la nuit à leur recherche, et c'est seulement le lendemain qu'elle les retrouve. Le lendemain. Alors évidemment, Christy, elle pète un câble. Évidemment, elle dit à Lacey de ne plus l'approcher, de ne plus approcher son fils, et elle coupe les ponts définitivement. C'est probablement, et elle ne le sait pas encore, la meilleure décision de toute sa vie. Peu de temps après, une jeune maman de 19 ans appelée Autumn Hunt fait garder son fils Jonathan 6 mois dans la garderie où travaille Lacey. Mais il y a un problème. C'est que cette garderie, elle ferme à 18h et les cours d'automne finissent à 19h. C'est chiant. Alors Lacey va lui proposer gentiment de garder le petit Jonathan après la fermeture. Et puis le week-end aussi, si besoin, et tout ça gratuitement. Normalement, là, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre, mais Autumn, elle le sait pas, parce qu'elle connaît pas tout ce que je vous ai raconté avant, et elle connaît Lacey que de la garderie. Et encore une fois, Lacey va commencer à lui acheter des jouets, des vêtements, du lait pour bébé, tout un tas de choses que une jeune maman comme Autumn n'a pas les moyens de se payer, donc elle est contente. Ouais, elle est contente jusqu'au jour où elle va se rendre compte que Lacey poste des photos bizarres d'elle et du petit Jonathan sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour sa mère. Et en plus, ça, Autumn le saura seulement des années plus tard, mais elle utilise le petit garçon pour obtenir des aides caritatives proposées par l'église du comté destinées aux mamans célibataires. C'est ultra flippant et ultra malsain, on est bien d'accord. Malgré ça, elle va quand même la laisser garder son fils. On va mettre ça sur le fait que c'est un enfer pour une jeune maman de trouver une babysitter gratuite. Donc elle lui dit quand même de plus faire passer pour son fils parce que ça la met mal à l'aise, et elle fait comme si de rien n'était, elle lui laisse quand même garder son fils qui, mystérieusement, lui aussi, va commencer à attraper des otites régulièrement, comme le petit Cameron. Et ça commence à faire quand même beaucoup d'otites autour de Lacey, mais après tout, c'est peut-être qu'une coïncidence. Peut-être qu'elle a pas de chance, ça arrive, après tout les enfants ça tombe facilement malade. On va pas tirer de conclusion hâtive. Alors entre-temps, Lacey se lie d'amitié avec une autre jeune maman appelée Shauna Lynch, et elle lui propose de garder son plus jeune enfant, McKelly, le soir et de temps en temps le week-end, comme ça elle peut souffler. Et vous savez ce qu'elle va faire pour la rassurer? Pour rassurer cette jeune maman, elle utilise le fils de son autre ami, le petit Jonathan, en le faisant passer pour son fils et en lui montrant des photos. Donc évidemment que l'autre, elle a confiance quand elle voit un petit garçon en photo dans les bras de Lacey. Comment elle pourrait deviner? Donc évidemment qu'elle lui laisse son fils, elle accepte. Sauf que ça va de plus en plus vite. Il va pas falloir beaucoup de temps à Shauna pour se rendre compte que son fils revient régulièrement avec des otites, et il va lui falloir encore moins de temps pour rencontrer Autumn, parce que la ville dans laquelle vivent les trois femmes est très petite et que tout le monde se connaît plus ou moins de vue. Alors quand, autour d'une simple discussion, Autumn, comme n'importe quelle maman aimante, montre une photo de son petit garçon à Shauna, elle hallucine. Shauna lui fait remarquer que son petit garçon ressemble comme 2 gouttes d'eau au petit garçon de Lacey, le petit Jonathan. Elle est formelle, elle l'a déjà vu plusieurs fois. Est-ce que vous imaginez la tête de l'autre maman à ce moment-là? C'est de la folie. Du coup, elle va se retrouver à devoir prouver que c'est son fils à elle en lui montrant des photos et en lui expliquant que Lacey, c'est la nounou. Ça n'a aucun sens, c'est de la folie. Shauna, elle veut des explications, elle veut comprendre pourquoi ce mensonge. Ce à quoi Lacey va répondre qu'en fait elle est la demi-sœur de Autumn et que c'est parce qu'elle considérait Jonathan comme son fils. Bon, je sais pas comment c'est possible d'avaler un tel mytho ou de pas avoir suffisamment de doutes pour se dire ok, ciao, tu parles plus jamais à mon enfant, mais toujours est-il qu'elle continue de se parler et de rester amies. Et ça, Lacey, elle va en profiter. Elle va en profiter de plus en plus, elle va prendre de plus en plus de place dans la vie de sa nouvelle amie, elle se voit de plus en plus souvent, elle garde les enfants le plus possible, elle a même les clés de chez elle, et ça commence à faire beaucoup. Ça va tellement loin qu'un soir, elle va débarquer au beau milieu de la nuit chez Shauna sans prévenir, en expliquant que la personne qui l'avait agressée sexuellement quand elle était petite est revenue terminer le boulot il y a quelques heures, et qu'elle a besoin de réconfort parce qu'elle sent qu'elle est enceinte. Et Shauna, c'est une bonne amie, elle compatit, parce que si c'est vrai, c'est très très grave. Sauf que Lacey lui a déjà menti plusieurs fois, sur plein de petites choses, mais aussi sur le fait qu'elle avait un petit garçon qui en fait n'était pas le sien, donc elle doute. Et en plus de douter, tout son entourage lui fait remarquer que Lacey, elle est quand même super bizarre et qu'elle ferait mieux de s'éloigner d'elle avec son enfant, ce que va finir par faire Shauna. Ce qui va rendre Lacey complètement folle, elle va pleurer et la supplier, mais Shauna ne va pas craquer, elle va complètement couper les ponts. Encore une fois, meilleure décision de sa vie. Et peut-être que jusque-là, vous vous dites « Ok, elle est super bizarre, mais pourquoi en faire une vidéo ?» Parce que pour l'instant, elle ne fait rien de grave. Et
attendez de voir la suite. Ok, je pense qu'il fallait que je vous montre un petit peu sa personnalité pour que vous compreniez mieux ce qui va se passer ensuite. On est en 2008, Lacey Spears se rend à l'évidence, les enfants des autres c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, elle n'a pas assez le contrôle, ça l'oblige à mentir et surtout à rendre des comptes. La solution idéale, ça serait quoi? Voler un enfant? Non, ça serait trop risqué. Non, le mieux, ça serait d'avoir son propre enfant. Et en plus, elle en a toujours rêvé. Ah, c'est pour ça qu'elle avait des vêtements d'enfant chez elle. Sauf que ça pose un autre problème. Il va falloir qu'elle trouve un homme. Et le seul homme avec qui elle avait une relation amoureuse il y a des années, un dénommé Blake, l'a laissé tomber à l'époque parce qu'elle voulait pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Sauf qu'aujourd'hui, ça a l'air de moins lui poser de problème. Donc, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui accepte de coucher avec elle. Et justement, dans son immeuble, elle croise souvent Chris Hill, un mec normal, qui pose des portes de garage pour gagner sa vie. Alors un soir, elle décide d'aller le voir et de lui demander de l'aider à monter un berceau, alors qu'elle a pas d'enfant, je le rappelle, et il va l'aider. Et une fois que c'est terminé, elle va réussir à le convaincre d'avoir une relation sexuelle, donc ils vont coucher ensemble. Le truc, c'est que Lacey, elle veut pas d'une relation stable. Au lieu de ça, elle va régulièrement frapper à sa porte, elle se déshabille, elle couche avec lui, puis quand c'est fini, elle remonte chez elle. C'est froid, c'est mécanique, elle est inexpressive. Chris Hill, il s'en rend pas compte sur le moment, mais Lacey, elle vient juste chercher un géniteur. Elle veut juste tomber enceinte et se casser. Et elle va y arriver. Elle va y arriver, elle va lui dire, elle va le dire à Chris, et lui, il va vouloir prendre son rôle de père à cœur, et ça, c'est hors de question pour Lacey. C'est hors de question. Alors, elle va faire marche arrière, elle va lui mentir, elle va lui dire qu'en fait, c'est pas lui le père. Le père, c'est Blake, son ex qui est policier et qu'elle a revu récemment, et bien sûr, c'est faux. Et malgré les relances de Chris, qui est persuadé qu'il est le père du bébé, elle va tout faire pour l'éloigner le plus possible, et sans le prévenir, elle va donner naissance au petit Garnett le 3 décembre 2008. Il y a quand même du positif là-dedans, c'est que son bébé se porte à merveille. Il est en parfaite santé, du coup les médecins la renvoient chez elle. Et pourtant 2 jours plus tard, 2 jours seulement après, elle revient aux urgences avec son bébé en expliquant qu'il se touche beaucoup les oreilles, c'est curieux. Mais dans le fond c'est normal, n'importe quel parent aurait fait pareil, donc les médecins l'examinent et rien à signaler, tout est normal. Sûrement une fausse alerte, ça arrive régulièrement, le corps médical s'inquiète pas plus que ça, il n'y a pas de raison à ce stade. Pourtant, à partir de maintenant, Lacey Spears va emmener son bébé quasiment tous les jours à l'hôpital, quasiment tous les jours. Elle va demander au médecin d'examiner son fils en expliquant qu'il mange rien, qu'il vomit, qu'il saigne des oreilles. Et à chaque fois, les médecins ne trouvent rien. C'est bizarre, c'est pas habituel. Alors pour la première fois, en janvier 2009, à peine 2 mois après la naissance du petit Garnett, le docteur Melissa Young King de l'hôpital de Decatur va laisser une note dans le dossier médical de Garnett. Cette note, elle est simple, claire, précise, elle dit « soupçon de syndrome de Munchausen par procuration de la mère ». Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est le syndrome de Munchausen par procuration, laissez-moi vous l'expliquer. Déjà, qui est ce Munchausen? On est en 1700 et des brouettes, et il y a un mec qui s'appelle le baron de Munchausen qui raconte partout qu'il lui arrive des histoires incroyables. Une fois, il a volé sur un boulet de canon pour aller sur la Lune. L'autre fois, il s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine et a dansé avec Vénus. Bref, ces mensonges sont tellement gros qu'on finit par l'appeler le baron des cracks ou le baron des mensonges. Ces histoires sont donc retranscrites dans des récits et donc, des siècles plus tard, en 1951, quand un médecin cherche un nom pour un syndrome qui pousse des gens à s'inventer des maladies pour attirer l'attention et la sympathie, il se dit que Munchausen, ça sonne pas mal. Donc, pour faire simple dans notre histoire, on la soupçonne de mentir sur l'état de santé de son bébé pour obtenir de l'attention et qu'on se soucie d'elle, d'où syndrome de Munchausen par procuration. Mais mentir, c'est pas un crime. Donc pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette musique? Restez concentrés, ok? Restez avec moi. Vous doutez bien que si j'ai mis un trigger warning au début, c'est pas pour rien. Donc, les médecins ne vont pas dans son sens, alors comme elle a le sentiment qu'on la croit pas et qu'on lui apporte pas le soutien dont elle a besoin, elle va aller voir d'autres médecins dans d'autres hôpitaux comme celui de Huntsville, où elle va expliquer aux médecins que son bébé n'arrête pas de vomir et qu'il perd du poids. Alors, il l'examine et avant de continuer, il faut quand même que je vous précise qu'aux États-Unis, les hôpitaux se chient dessus à l'idée de se manger un procès. Donc, assez souvent, ils préfèrent faire ce que le patient leur demande de faire plutôt que ce qui leur serait bénéfique normalement. Donc, il l'examine et tiens, alors que tous les autres médecins n'ont rien trouvé, lui diagnostique un reflux et l'opère pour limiter les vomissements. Et en vrai, si ça se trouve, c'est lui qui a raison. Mais si ça se trouve, s'il avait vu la note du docteur Melissa Young qui la soupçonne du syndrome de Munchausen par procuration, peut-être qu'il aurait jamais fait ça, alors pourquoi il l'a pas fait?
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu la note alors qu'elle est censée être dans le dossier du gamin? Tout simplement parce qu'en 2009, à cette époque, le système de centralisation des dossiers aux États-Unis n'est ni développé, ni obligatoire, ni efficace, et qu'il faudra attendre 2014 pour que le pays décide d'injecter 1,2 milliard de dollars dans un système de centralisation des dossiers médicaux. Fun fact, en 1995, les États-Unis utilisaient déjà des drones pour faire la guerre, des putains de drones pour tuer des gens. Par contre, centraliser des dossiers médicaux pour sauver la population, non, flemme. Donc, dans la majorité des États, un hôpital égale un dossier médical. Donc, si t'allais dans 10 hôpitaux, t'avais 10 dossiers médicaux. Du coup, elle a compris, évidemment, elle a compris que si elle est assez convaincante et qu'elle change régulièrement de médecin, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc quelques semaines plus tard, elle va dans un autre hôpital pour voir un nouveau médecin qui lui aussi par miracle va lui diagnostiquer un reflux et en plus va accéder à la demande de Lacey d'opérer le petit Garnett pour lui retirer la possibilité de vomir. Cette opération va avoir un rôle colossal dans cette histoire, parce que le système de vomissement est très important dans le corps humain, notamment comme mécanisme de défense, et qu'à partir de maintenant, ça veut dire qu'elle peut contrôler absolument tout ce qu'il mange, et que même s'il le souhaite, il pourra pas se débarrasser de ce que sa mère décide de lui faire avaler ou pas. Et je vous l'ai pas dit volontairement au début, mais à chaque fois qu'elle va chez le médecin, elle poste des photos du petit Garnett sur ses réseaux sociaux, pour que tout le monde sache que c'est dur d'être à sa place à elle, parce que forcément, plus elle reçoit de messages de compassion, et mieux elle se sent. Je déteste le fait qu'elle documente la souffrance de son enfant et qu'elle mente au sujet de son état de santé pour son bien-être à elle. Ça me rend fou, donc je souffle un peu et on est reparti. Donc quelques jours plus tard, elle se rend encore une fois dans une autre clinique en prétextant que son bébé ne veut plus manger. Les médecins sont désemparés, ils trouvent pas le problème et en plus ils ont en face d'eux une maman qui insiste pour qu'on lui pose une sonde nasogastrique qui va lui permettre de lui donner à manger tout ce qu'elle veut sans même avoir à forcer. Et ils vont le faire. C'est pas fini, parce que ça serait trop beau évidemment, donc une fois de plus, quelques jours plus tard à peine, elle se rend à l'hôpital de Decatur, où elle explique au médecin que son fils n'avale rien et qu'il va très mal, sans même les prévenir des différentes opérations qu'il a subies auparavant évidemment. Et écoutez bien ce qu'elle va faire. Elle va dire à une infirmière que Garnett ne boit pas et lui demander d'essayer de lui donner à boire. Du coup, elle va lui tendre une bouteille et l'infirmière ne comprend pas parce que Garnett boit très bien tout seul, sauf que quasiment instantanément, le petit bout devient léthargique. On dirait un légume, il bouge plus alors qu'il allait bien il y a à peine 2 minutes, il est comme drogué. Alors ils vont lui faire des examens, des tests et découvrir qu'il a un taux de sodium qui est beaucoup trop élevé pour un enfant de son âge. Et la situation est tellement grave qu'ils doivent l'envoyer dans un autre hôpital pour le faire opérer, pour lui retirer le surplus de sodium. Mais à part ça, les médecins trouvent rien d'anormal, ils arrivent même à le nourrir normalement, contrairement à ce que dit sa mère. C'est bizarre. Et tout ça, tous ces examens là qu'elle fait subir à son enfant sans aucune raison, c'est ça le syndrome de Munchausen par procuration. Le fait qu'elle ait besoin d'avoir une emprise en lui infligeant des souffrances pour être celle qui va le sauver, être la mère en difficulté et récolter toute la sympathie, c'est ça qui rend le syndrome si cruel et si difficile à diagnostiquer en fait. L'hôpital pour enfants Children's of Alabama, là où a été envoyé le petit Garnett pour être opéré, lui commence à se questionner et à soupçonner un cas de Munchausen par procuration, donc il garde le petit Garnett pendant 4 jours, éloigné de sa mère, pour voir comment il se comporte. Et 4 jours plus tard, il va bien. C'est un bébé qui mange normalement, qui ne vomit pas, et de toute façon, même s'il le voulait, il ne pourrait pas, mais ça, ils ne le savent pas, puisqu'elle les a pas prévenus. Donc normalement, c'est bon, l'hôpital a toutes les preuves qu'il y a un décalage entre ce que la mère dit et la réalité, donc ils vont pouvoir poser un diagnostic de Munchausen. Pas du tout. Pas du tout. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les hôpitaux aux États-Unis prenaient le moins de risques possible pour éviter d'être poursuivis en justice? C'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'aucun hôpital ne va oser accuser Lacey Spears de maltraitance et ou du syndrome de Munchausen par procuration au risque de finir devant les tribunaux. Alors il la renvoie chez elle avec son bébé et en mars, alors que Garnett a à peine 6 mois, elle va retourner dans la première clinique où elle était allée, mais elle va demander à voir un autre médecin pour des otites à répétition et elle va faire ça presque tous les jours, presque quotidiennement. Du coup, vu qu'ils sont un peu désemparés, l'établissement va faire appel à un spécialiste qui, lui, de là où il est, va soupçonner un syndrome de Munchausen par procuration. Et bordel, c'est la 3e fois en 6 mois que 3 médecins différents posent le même diagnostic et rien, juste parce que c'est pas centralisé. Donc elle continue sa tournée des hôpitaux avec ses mensonges et ses faux symptômes qui mettent en danger la vie de son bébé. Et elle continue aussi de documenter tout sur les réseaux sociaux. Et en juin, on passe un cap.
Elle conduit le petit Garnett à l'hôpital pour des saignements de partout, des oreilles, du nez, de la bouche, des yeux, etc. Alors, ils vont être obligés de transférer ce petit bout d'à peine 6 mois en hélicoptère vers un hôpital spécialisé en Alabama. Ils vont heureusement réussir à le soigner. Pourtant, à peine quelques semaines plus tard, elle recommence. Elle retourne dans un hôpital et elle demande aux médecins s'ils peuvent lui mettre une deuxième sonde d'alimentation. Ce que les soignants refusent de faire, c'est génial. Sauf que, comme ça lui plaît pas, elle s'en va avec son petit garçon et elle va parcourir tous les hôpitaux de la région jusqu'à trouver un médecin qui accepte. Et devinez quoi? Vous le savez, j'ai même pas besoin de vous le dire. Du coup, le 1er septembre, Garnett subit cette opération et Lacey décide de documenter ça en prenant une photo, en la postant sur les réseaux sociaux avec comme légende « Maman, je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre ». Et je sais pas si vous, il y a un truc qui vous choque, mais moi je me suis dit comment à 9 mois, tu peux dire ce genre de phrase. À 9 mois au maximum, tu gazouilles, à la limite tu lâches 2-3 mots que tu prononces aussi bien qu'un mec bourré au pastis, mais tu lâches pas des phrases aussi construites, c'est impossible. Donc soit Garnett est extrêmement précoce, soit c'est elle qui écrit et qui romance tout pour attirer la sympathie et la pitié, en sachant qu'elle écrit ça consciemment et qu'elle est la seule et unique raison pour laquelle il a mal au ventre. Bref, ça va durer des mois et des mois, durant lesquels elle continue d'alimenter ses réseaux et d'inventer des maladies et des symptômes à son fils, et elle va même aller plus loin. Pendant toute cette période, elle va exhiber Garnett dans toutes les églises de la région, pour montrer à quel point il souffre, à quel point c'est dur pour elle, histoire d'obtenir de la sympathie et de l'apitoiement. Et même pire, elle va tout faire pour recevoir des donations de la part des gens qui sont venus prier, parce qu'à ce stade, ça lui suffit plus les messages et l'encouragement, elle a besoin d'argent, et quand elle se rend compte que les gens en face d'elle ne sont pas réceptifs ou ne la croient pas, vous pensez qu'elle va passer son chemin ? Non, ça serait trop beau. Quand ça marche pas, elle en rajoute plus. D'abord, elle leur dit qu'elle a été agressée sexuellement par ses parents, et si ça suffit toujours pas, il lui reste une dernière carte à jouer. Une carte qu'elle a minutieusement préparée en amont, elle leur ajoute qu'elle vient de perdre son premier enfant, et elle peut le prouver. Elle peut le prouver parce qu'elle a des faux certificats de décès à son nom. Elle a créé des faux certificats de décès pour un enfant qu'elle n'a jamais eu. C'est hyper glauque, et le pire, c'est que ça va lui donner une idée. Et je suis même étonné qu'elle n'y ait pas pensé avant. Cette idée, elle est hyper simple. Pourquoi ne pas réellement avoir un deuxième enfant ? Alors elle se met en quête d'un autre géniteur, et encore une fois, c'est hors de question d'avoir quelqu'un qui se met dans ses pattes. Et je sais pas par quel miracle, je sais pas si le monde est bien fait ou mal fait, mais quand elle en parle à une de ses amies, cette dernière va lui proposer de coucher avec son mari pour qu'elle tombe enceinte. Donc elle laisse son mari et Lacey faire ce qu'ils ont à faire. Mais comme ça marche pas du premier coup, ils sont obligés de le refaire à de multiples reprises, et plus ça va, plus elle est jalouse. Évidemment que voir son mari avec une autre femme, c'est pas donné à tout le monde, même pour rendre un tel service. Donc pour pas briser les rêves d'enfant de son amie, elle va décider de participer elle aussi. Sauf que c'est pas le genre de choses que tu décides de faire comme ça du jour au lendemain sans en avoir parlé longuement avant. C'est même la pire idée, donc ça fonctionne pas. Et elle a beau se forcer, sans surprise, plus le temps passe, plus ça crée des tensions, et leur amitié va finir par se briser. Lacey se retrouve donc sans deuxième bébé et sans amis. Mais il lui reste quand même son bébé et les réseaux sociaux, donc elle est repartie pour une tournée des hôpitaux de l'Alabama pour se plaindre des problèmes gastriques de son enfant. Et le médecin qu'elle va voir, qui est un spécialiste gastro-entérologue, lui, va décider de faire une batterie de tests complète d'alimentation pour voir ce que le petit Garnett est capable de manger ou non et d'ingérer ou non comme nutriments. Normalement, c'est une bonne nouvelle pour n'importe quelle mère parce que ça veut dire que si les tests sont bons, alors ton enfant est en bonne santé et qu'il aura plus besoin de sonde, il pourra être nourri normalement. Mais là ici, ça lui plaît pas. Elle en veut pas en réalité de cet examen, ça l'intéresse pas parce qu'elle sait très bien ce qui va se passer derrière. Donc elle fait tout pour laisser traîner, elle va prétexter des impératifs et malgré les relances sans cesse du médecin pour prendre ce rendez-vous, elle va jamais le prendre. Alors qu'a priori, ça pourrait sauver son bébé. Et le temps passe sans que personne ne puisse rien y faire, sans que personne ne fasse rien même. À ce moment-là de la vidéo, le petit Garnett arrive à un âge où il doit aller à l'école. Alors Lacey va déménager dans l'état de New York, dans une communauté holistique, avec une école holistique. Holistique, rapidement, c'est un courant qui vise à considérer les gens comme un tout. Voilà, tout le monde aide tout le monde, chaque personne est unique, le corps, l'esprit, le passé, le futur ne font qu'une seule et même chose, et on considère les gens comme tels, et non pas comme des personnes, des choses. J'ai rien compris, ok, je n'ai rien compris à ce que signifiait holistique, d'accord? J'ai pas compris la plus-value du truc, bref. Revenons à nos moutons.
des moutons holistiques a priori. Qui dit école dit contact avec des enfants, mais aussi avec des parents du coin qui se rendent compte très vite que l'état de santé de son fils correspond pas vraiment à ce qu'elle raconte sur les réseaux sociaux et autour d'elle. Pire même, les employés de l'école se rendent compte très vite que Garnett mange très très bien. Il réclame même. Il a faim, contrairement à ce que Lacey semble leur raconter, ce qui va très vite éveiller les soupçons. Entre autres choses, parce que je vous parle pas non plus du fait qu'elle porte les vêtements des autres parents, qu'elle leur a volé chez eux quand elle était invitée. D'ailleurs, une fois c'est arrivé qu'un des parents la confronte en lui disant « Mais pourquoi vous portez mes vêtements ?» Et elle répond pas. Elle s'enfuit, elle part. Donc bon. Bref, toutes ces petites choses commencent à intriguer les voisins. Du coup, les gens se posent beaucoup de questions. Et Lacey a pas envie de répondre aux questions parce qu'elle sait pas mentir. Elle sait qu'elle sait pas mentir. Alors comme le piège est en train de se refermer sur elle, elle retire Garnett de l'école en expliquant qu'il est hospitalisé. Sauf que ils sont à la maison et que certaines personnes le remarquent puisqu'elle habite dans une petite communauté où tout le monde se connaît. Et c'est pile à cette époque-là, mais ça on le découvrira bien plus tard, qu'elle commençait déjà à faire des recherches sur le niveau normal de sodium dans le sang pour un enfant. Et qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a un niveau de sodium trop élevé? Ce qui pourrait être normal pour n'importe quelle personne vraiment inquiète pour son enfant. Mais normalement, à ce moment de la vidéo, vous devriez avoir compris que c'est pas le cas de cette femme. Et comme par hasard, le lendemain de ses recherches, elle se rend aux urgences en expliquant que son petit garçon fait des crises, il vomit, il a des diarrhées et elle explique au médecin de garde qu'il fait des convulsions et de l'hypernatrémie, un mot très rare que vous n'avez probablement jamais entendu, très précis, qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant, avant qu'elle l'ait trouvé sur internet la veille. Sauf que le médecin qui connaît pas les antécédents de Garnett et Lacey, mais qui connaît son métier, va lui dire que le taux de sodium n'est pas assez élevé pour créer des convulsions, et donc il la renvoie chez elle avec le petit Garnett qui va devoir continuer de subir les expérimentations de sa mère. Et elle va pas attendre bien longtemps. Le lendemain, elle retourne dans un autre hôpital, voir un pédiatre en se plaignant que la veille un autre médecin n'a rien trouvé d'anormal. Et ce pédiatre-là, lui aussi, ne trouve rien d'anormal. Alors elle va continuer encore et encore. Elle va rouler d'hôpital en hôpital jusqu'à ce qu'un médecin décide de lui faire les examens qui prouvent que son fils souffre et qu'elle puisse en faire une photo et la poster sur les réseaux sociaux afin de passer pour la mère qui a une vie horrible et à qui il arrive que des malheurs. Alors après plusieurs tentatives, elle y va à fond. Elle y va à fond, elle dit au médecin que Garnett a un taux de sodium beaucoup trop élevé depuis la naissance et qu'actuellement il a un taux de sodium de 200 milli-équivalents par litre de sang. Là, le médecin lui répond que c'est impossible, sinon il serait mort. Mais elle insiste tellement qu'il va quand même lui faire les tests en la soupçonnant lui aussi d'un syndrome de Munchausen par procuration au vu de tout ce qu'elle lui raconte. Je sais pas si vous avez fait les comptes actuellement, mais c'est le 4e. 4 hôpitaux différents, 4 médecins différents. Sauf que dans cet hôpital, ils vont faire les choses bien. Ils vont garder Garnett en observation et lui faire des examens pour mesurer son activité électrique dans le cerveau. Et pour que le test soit le plus complet possible, ils vont poser une caméra dans la chambre, histoire de comparer l'activité physique du petit garçon et les résultats des ondes cérébrales calculées par l'appareil qu'on lui a mis sur la tête. Comme ça, on est sûr. Normalement, à ce moment-là, n'importe quel parent serait content. Elle devrait sauter de joie à l'idée qu'on lui fasse enfin les examens qu'elle a tant demandé pour son enfant, mais le docteur trouve qu'elle a l'air ailleurs. Pire, quand les médecins lui annoncent que le taux de sodium de son enfant est revenu à la normale, qu'il n'a aucune convulsion, aucun vomissement, aucun maux de tête et que tout va pour le mieux, elle est pas plus heureuse que ça, mais tout va bien, donc les médecins lui disent qu'elle pourra rentrer chez elle demain avec son fils, mais si j'ai mis un trigger warning au début, c'est pour maintenant. Les images que vous allez voir sont pas violentes, mais elles peuvent être choquantes avec le contexte, donc préservez-vous si besoin. À peine quelques heures après qu'on lui a annoncé qu'elle va devoir rentrer chez elle parce que son fils va bien, elle emmène son fils en pleine forme dans la salle de bain de la chambre d'hôpital et elle en ressort seule. Et je sais pas si vous l'avez vu, donc je vous la remontre. Là, dans sa main, elle tient un tube pour la sonde gastrique de son fils et une tasse. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y a un truc. Puis elle retourne dans la salle de bain et 2-3 minutes plus tard, quand elle ressort avec le petit Garnett qui était tout souriant et plein d'énergie avant ça, il semble beaucoup plus calme et fatigué, mais il monte sur le lit. Lacey, elle retourne dans la salle de bain pour récupérer son matériel et ne pas laisser de traces évidemment, puis elle s'assoit à côté de lui et elle attend. Voyant que son fils commence à souffrir et qu'il a envie de vomir, elle appelle les infirmières qui
comprennent pas ce qui se passe et qui essayent du mieux possible de le soulager. Et c'est ce moment-là que Lacey va choisir pour prendre une photo et la poster sur Facebook. Petite pause, je fais juste une petite pause pour préciser quelque chose. Depuis le début, je vous dis qu'elle documente tout sur les réseaux sociaux, mais je vous montre très peu de photos. La raison, elle est très simple, je suis pas en train de vous mytho. C'est juste que la justice a fait un travail de nettoyage colossal de tout ce qui se trouvait sur les réseaux. D'une part pour limiter la haine qui se trouvait sous les posts de Lacey Spears après cette histoire, et aussi pour redonner un peu de dignité à ce petit garçon qui, toute sa vie, a été exhibé comme un objet dans un état de santé pas toujours très très agréable. Et si vous vous demandez pourquoi moi dans ce cas-là je le montre, c'est parce que je pense aussi que c'est bien de se souvenir un peu de ce qui lui est arrivé et de ne pas oublier ce qu'il a vécu, et ça permet aussi de lui redonner un visage humain. Voilà. Bref, quand le petit garçon revient dans la chambre, après avoir été soigné par les médecins, il va beaucoup mieux, il sourit de nouveau, il joue sur son lit. L'infirmière dit à Lacey que son taux de sodium est revenu à la normale, puis quitte la chambre. Tout va mieux, Garnett se porte bien, ils vont pouvoir rentrer à la maison, tout est parfait. Pourtant, à 16h19, on la voit de nouveau emmener Garnett dans la salle de bain et ressortir 3 minutes plus tard. Et une fois de plus, l'attitude du petit a changé. Son état est même pire que la première fois. Cette fois, on le voit, on peut le constater, il tient pas en place. Il a mal à la tête, il pleure. Et là, on le voit, il essaye de vomir, mais il peut pas. Parce qu'un médecin l'a opéré à la demande de sa mère et qu'en plus il a reçu des antivomitifs pendant l'examen parce que les médecins n'étaient pas au courant de cette chirurgie des mois plus tôt. Et que fait Lacey? Au lieu d'appeler le personnel soignant, elle attend. Elle attend tranquillement le dernier moment, le moment où son fils souffre le plus, pour prévenir les infirmières et les médecins qui, quand ils arrivent, sont débordés et qui tentent de lui donner des antiépileptiques pour limiter les convulsions. Ils sont même obligés de l'intuber parce qu'il n'arrive pas à respirer, le pauvre petit. Et de nouveaux tests de sodium sont faits. Les médecins constate que Garnett est passé d'un taux normal de 144 à 182, ce qui est impossible naturellement en si peu de temps. Pourtant, à aucun moment, il soupçonne la mère. Comment c'est possible? Mon avis, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on ne peut pas imaginer une mère infliger ça à son enfant. C'est impossible, c'est inconcevable. C'est plus facile pour le cerveau de remettre la faute sur une erreur médicale ou quelque chose d'inexplicable. Toujours est-il que le petit garçon est transféré d'urgence, presque inconscient, dans un centre médical de Winchester où un spécialiste appelé Kerry Goldsman va décider de l'examiner et de refaire tous les tests. Et en refaisant tous les tests, il se rend compte que personne ne lui avait dit que le petit avait de quoi accueillir une sonde dans le ventre. Je trouve ça hallucinant. Et donc, en voyant ça, il n'a plus aucun doute. Il en conclut très vite que pour que le taux de sodium du petit monte si vite, c'est fort possible que ce soit parce que quelqu'un lui a injecté du sodium par là. Et il n'y a pas 36 solutions. Quelqu'un, c'est forcément les médecins, les infirmiers ou la maman. Évidemment, ils vont poser des questions à Lacey sur Garnett, et bizarrement, au lieu de répondre, elle leur explique qu'elle aussi, elle est malade, elle a des maladies, elle a la maladie de Crohn, et elle leur dit qu'elle a été agressée sexuellement quand elle était petite. Ça n'a aucun rapport. Et quand ils lui demandent quand est-ce qu'elle a nourri Garnett avec la sonde pour la dernière fois, elle leur répond que c'était la semaine dernière, et ça leur suffit. Qu'est-ce que c'est que ces hôpitaux? Je savais que le système de santé aux États-Unis était nul, mais là, mais ça n'a aucun sens. Heureusement, j'ai l'impression de me répéter, mais le petit Garnett va beaucoup mieux, il reprend conscience, il se porte mieux. Toujours est-il que le docteur qui s'occupe de lui dit à Lacey que maintenant qu'il se porte mieux, il va le désintuber, puisqu'il l'avait intubé pour le soigner. Il va mieux, autant le désintuber, mais Lacey va s'y opposer. Elle va insister pour pas qu'il le fasse. Le médecin trouve ça quand même très chelou, parce qu'il y a quand même pas mal de risques d'infection, donc il lui retire quand même. Enfin, quelqu'un prend plus en compte le bien-être de ce petit que la vie de sa maman. Enfin, à ce moment-là, on a le droit de se poser une question quand même qui est: est-ce qu'elle a envie de lui laisser le tube respiratoire pour continuer de le voir dans cet état-là et pouvoir exploiter cette situation et prendre des photos et les poster sur les réseaux sociaux, ou parce qu'elle a peur qu'il puisse parler et raconter ce qui s'est passé dans la salle de bain? Je sais pas quel est votre avis. Moi, j'ai mon avis, j'ai pas envie de vous influencer, je vous laisse me dire. Quoi qu'il en soit, Garnett va mieux, il demande même à sa maman quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer à la maison, parce que pour lui, c'est quand même épuisant, on le comprend. Mais il passe la nuit à l'hôpital et durant la nuit, tout va bien. Voilà, les infirmières disent qu'il a très bien dormi et qu'il est en bonne santé. Et comme tous les matins, les médecins et les internes font le tour des chambres de l'hôpital et ils arrivent au pied du lit de Garnett.
pendant que Lacey est sur son téléphone, son taux de sodium est revenu à la normale, il va enfin pouvoir rentrer chez lui. Mais ça, c'est ce qu'on croit et vous n'êtes pas dupe, hein, c'est ce qu'on souhaiterait même. Malheureusement, quelques minutes plus tard, la sonnette d'appel des infirmières va retentir une fois de plus dans la chambre du petit garçon qui ne respire plus du tout cette fois. En arrivant, le médecin découvre une bouteille d'eau vide sous le lit du petit garçon alors qu'il avait dit à Lacey de ne surtout pas lui donner à boire sous peine de lui causer des dommages cérébraux irréversibles. Il réagit plus à la lumière, il est inconscient, alors ils lui font un scanner, une IRM même, et là, c'est la vision d'horreur. Ils se rendent compte que l'eau qu'il avait l'interdiction de boire a fait monter le sodium dans le cerveau, qui a gonflé à tel point qu'il n'avait plus de place dans la boîte crânienne, ce qui lui a causé des douleurs insoutenables. Et maintenant, les dommages subis sont trop importants. Il a trop gonflé, il a plus la place, ça va lui causer des lésions irréversibles et un écrasement du tronc cérébral. La douleur a dû être horrible et j'ai pas besoin de vous le dire, vous savez qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Et les docteurs, eux aussi, ils le savent. Eux aussi, exaspérés par la situation, ils vont enfin informer les services de maltraitance de l'enfant de la situation et de leurs soupçons en expliquant qu'ils pensent que Lacey a empoisonné son fils, ce qui aurait dû être fait il y a des mois déjà. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Heureusement, il se trouve que dans ces cas-là, la police est prévenue et une enquête va être menée pour vérifier si oui ou non il s'agit d'un empoisonnement ou si la cause est naturelle. Pour ça, ils vont devoir tout reprendre depuis le début, ils vont devoir faire des dizaines et des dizaines de batteries de tests par des médecins différents et pour tout le monde, le résultat est le même. C'est impossible. C'est impossible qu'un taux de sodium monte aussi brutalement sans l'aide d'un tiers et comme Garnett a une sonde, qu'on a des images de vidéosurveillance et qu'on est sûr qu'aucun des membres du personnel n'a déconné, les soupçons sont très vite confirmés. Bien sûr, la police du comté va perquisitionner l'appartement de Lacey pendant qu'on l'interroge à l'hôpital, mais ce qui trouble les agents dans un premier temps, c'est son comportement. Des fois, elle va pleurer, mais sans les larmes, et quand on lui pose des questions, elle s'arrête de pleurer et elle répond calmement. Elle n'a pas du tout l'air triste. D'après les policiers, même les médecins et les infirmières ont beaucoup plus de peine et sont beaucoup plus émus qu'elle. Alors, ok, on ne sait pas comment on réagirait à sa place. Si ça se trouve, certains seraient en larmes, d'autres seraient tellement sous le choc qu'ils réaliseraient même pas, donc ok, je vous l'accorde. Toujours est-il qu'après l'interrogatoire, on l'autorise sous bonne garde à retourner dans la chambre. Et là, alors que son petit garçon est en état de mort cérébrale et qu'on vient de l'interroger sur un potentiel homicide, elle prend des photos de lui pour les poster sur Facebook. Ton fils est probablement mort, fais-lui un câlin. Pleure, prie pour lui, appelle tes proches, préviens-les, mais ne prends pas de photos de lui dans cet état-là pour les poster sur les réseaux et recevoir des messages de compassion. Bref, à ce moment-là, enfin plutôt pendant ce temps-là, de l'autre côté de la ville, les enquêteurs qui perquisitionnent l'appartement de Lacey découvrent un pied à perfusion avec un sac rempli d'un liquide mystérieux blanchâtre et un espèce de petit hôtel dédié à Garnett avec sa photo, des bougies et surtout un tas de médicaments et au milieu un pot de sel marin. Dans la poubelle, ils découvrent aussi un autre sac de perfusion avec un espèce de liquide mystérieux à l'intérieur. En tout, à la fin, c'est près de 180 médicaments différents qu'ils vont retrouver chez elle. 180 et 28 boîtes contenant du sel ainsi qu'une seringue. Le lendemain matin, après qu'elle ait passé la nuit à chercher sur internet comment mettre fin à ses jours avec des médicaments, les médecins vont faire les dernières vérifications d'usage pour savoir s'ils peuvent ou non déclarer le décès officiel du petit garçon. Ils préviennent Lacey de ce qui est en train de se passer, de l'examen, la police, l'enquête qu'ils sont en train de mener, alors elle va s'empresser d'envoyer un SMS à une amie à elle pour lui demander de se débarrasser du pied à perfusion et du sac qui va avec, et surtout d'en parler à personne. Et comme encore une fois, elle a des amis incroyables, cette pote va accepter, elle se rend chez Lacey, le voisin qui habite juste en dessous demande à cette femme ce qu'elle fait là, elle va lui dire « Rien, je viens récupérer un truc pour Lacey, vous inquiétez pas », ce à quoi il va répondre que la police est déjà passée faire des photos, donc il vaudrait mieux pas, sauf que cette amie, elle s'en fout, elle récupère quand même le pied, le sac, et elle va rentrer chez elle pour tout cacher. Dans son appartement à elle. Ils sont gentils, hein, les potes de Lacey, mais ils sont pas très fut-fut. Et heureusement, ou malheureusement, la culpabilité va ronger cette demoiselle qui va finalement contacter les autorités pour leur expliquer la situation. Et pendant ce temps-là, malheureusement, le 23 janvier 2010, à 10h20, les médecins déclarent officiellement le petit Garnett mort. Du coup, on n'est plus sur un simple empoisonnement. On est potentiellement sur un meurtre. Et comme, en plus, les tests effectués sur les sacs de perfusion ont bel et bien révélé des taux de sodium extrêmement élevés et que l'autopsie du petit garçon révèle qu'en réalité, il n'avait aucune maladie héréditaire chronique ou congénitale et qu'il n'y avait aucune trace de problème digestif,
de base, aucun problème cérébral, aucune maladie de Crohn comme sa mère l'avait affirmé, rien. Ça pousse évidemment le médecin légiste à conclure à un homicide. Et là, ça chauffe pour Lacey Spears, qui va devoir faire appel à un avocat pour se défendre et accuser l'hôpital de négligence. Sauf que les enquêteurs, eux, dans leur coin, ils ont déjà saisi son téléphone, son ordinateur, ses comptes de réseaux sociaux, et ils ont interrogé toutes les personnes qui ont été susceptibles d'avoir rencontré Lacey. Maintenant, ils savent tout ce qu'on sait, tout ce que je vous raconte depuis le début, et plus encore. Il y a plein de choses qu'on ne nous a pas révélées, forcément. Ils ont aussi la vidéosurveillance de la chambre de Garnett, qui est plus qu'accablante, et comme si ça suffisait pas, ils se rendent compte, en combinant les différents éléments, qu'au moment où elle était allongée à côté de son petit garçon dans la chambre, à ce moment-là, elle était sur son téléphone, en train de rechercher sur internet comment empoisonner quelqu'un au sodium. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Résultat, au tribunal, alors qu'elle a l'air de pas du tout réaliser ce qui lui arrive ou de s'en foutre, elle plaide non coupable, malgré toutes les preuves qu'on a contre elle et qui sont accablantes. On peut difficilement faire mieux qu'une vidéo, des témoignages de médecins, plusieurs mères qui racontent toutes qu'elles empoisonnaient déjà leur enfant avant ça, etc. Donc, elle est condamnée. Le 2 mars 2015 à 20 ans de prison pour meurtre au second degré et homicide involontaire au premier degré, ce qui signifie en gros qu'elle est coupable d'avoir volontairement empoisonné son fils, mais sans l'intention de le tuer. De son côté, elle refuse toujours d'être soignée, hein. Elle dit qu'elle est pas malade, et je pense que comme elle sait que si elle se faisait diagnostiquer, on lui trouverait ce syndrome, et donc ça signifierait qu'elle a tué son fils, ben elle n'a pas envie. Du coup, si je vous remontre la vidéo que je vous ai montrée au début, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle a plus le même sens? I'll never get to watch him grow up. But he's not here because of you. I took him to the hospital for help. If I had wanted to harm him, why would I take him to a hospital seeking help? I didn't hurt him. How did your son die? His death certificate says homicide. 5 months after Garnett's death, Lacey Spears was charged with murder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, malgré le fait qu'elle soit beaucoup plus longue et beaucoup plus sérieuse. Si c'est le cas, comme d'habitude, un commentaire et un like, ça fait énormément de bien à la chaîne. Et moi, ça me fait plaisir. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, je compte sur vous pour le faire savoir. Et faites-vous entendre, ok? Quand vous aimez pas, vous le dites. Quand vous aimez, dites-le également. Voilà. Merci beaucoup. Passez tous une très bonne soirée. Et ciao!